Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire de vidéo car tout simplement j'ai le Covid et c'est clairement pas très joli à voir en vidéo. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler de l'histoire de Christian Ranucci. Si tu es prêt pour le podcast, let's go! Le 3 juin 1974, Marie Dolores, une fillette de 8 ans, joue alors avec son petit frère de 6 ans au pied de son immeuble dans sa cité à Marseille. Lorsqu'une voiture s'arrête, le conducteur descend alors et va parler aux enfants en leur expliquant tout bonnement qu'il a perdu son chien et qu'il est à sa recherche. La petite fille va alors monter dans la voiture en compagnie de l'homme. Et son petit frère de 6 ans, lui, va faire le tour de la cité. À un moment donné, le petit garçon, ne trouvant pas le chien, retourne alors là où il a vu sa sœur la dernière fois, mais il ne la reverra jamais. Il va donc alors en parler à ses parents de cette rencontre avec cet homme-là, puis après à raconter son histoire à la police. L'enfant va alors déclarer avoir vu un jeune homme qui conduisait une voiture grise. Les témoins du kidnapping vont alors dire avoir vu un homme jeune, mince, grand, avec des cheveux bruns et qui conduit une voiture grise du modèle Simca 1100. Une heure après, un automobiliste brûle un stop, créant alors un accident vu qu'il percute une autre voiture. Mais la voiture ne s'arrête pas et il s'enfuit à toute vitesse. Il est alors pris en chasse par 2 témoins qui notent alors sa plaque d'immatriculation avant de voir l'homme partir dans les bois avec un paquet volumineux sous le bras. Cet homme alors conduit une voiture grise et c'est Christian Ranucci. Quelques heures après, il frappe à la porte d'un paysan car sa voiture était tout simplement embourbée au fond d'une galerie privée. Impossible à bouger seul, c'est alors qu'il demanda l'aide du paysan. Mais cet homme, pas du tout débile, va demander alors à Christian pourquoi il en est arrivé là. Christian va tout simplement lui expliquer qu'il a fait un pique-nique et qu'il a oublié de mettre son frein à main. C'est pour ça que sa voiture est arrivé au fin fond de cette galerie. Ce qui est assez étrange, car le paysan se rend compte que Christian se fout clairement de sa gueule, car déjà l'endroit sent pas bon, ça pue le fumier à plein nez, et c'est pas non plus le meilleur endroit pour faire un pique-nique. En plus de ça, il y a des virages dans la galerie, donc c'est impossible que la voiture soit seule au fond comme ça, sans avoir touché les parois. Donc très vite, ça sent vraiment le mec qui a voulu se cacher et qui s'est embourbé dans sa connerie. Du coup, des gendarmes vont quadriller la zone à la recherche d'indices et aussi avec l'espoir de trouver un cadavre. Et sous un buisson, ils vont trouver le corps de la jeune fillette. Elle a reçu des coups de couteau avant d'être cachée sous des branchages et dans un buisson. C'est alors le même soir que Christian est arrêté à Nice, chez lui, puis amené à Marseille pour un interrogatoire. Après 18 heures d'interrogatoire, il avoue l'enlèvement et le meurtre de la petite fille. Il indique même où il a mis l'arme du crime à la police et à la juge d'instruction. Un jeune avocat va prendre alors l'affaire en charge en étant commis d'office car aucun autre ne veut être à la défense de l'homme le plus détesté de France, car tout le monde sait que ça nuirait à sa réputation. Mais l'avocat fait quand même son travail et il sait que lorsque la police incite les accusés, ils craquent souvent
en disant ce qu'ils veulent entendre. Alors, il reste seul avec l'accusé et va lui dire que tout ce qu'il a pu dire n'a aucune valeur et qu'il peut lui dire la vérité. Malheureusement, Christian ne va pas prendre cette main tendue et va lui dire qu'il ne se rappelle de rien. Mais 15 jours après, il revient sur ses déclarations et il accuse la police de l'avoir forcé à avouer. Mais le pire dans tout ça, et qui est assez drôle si je peux me permettre, c'est que Christian a quand même dessiné le lieu de l'enlèvement avec une précision incroyable et il a dit avoir caché un couteau avec un cran d'arrêt dans un tas de fumier. Et vous savez quoi ? La police va retrouver l'arme du crime dans un tas de fumier et c'était aussi un couteau avec un cran d'arrêt, mais il était taché de sang. Et comme la police n'a pas les mêmes moyens qu'actuellement, ils vont juste savoir que le sang sur la lame du couteau appartient à une personne du groupe A. Et Christian, comme la victime, sont de ce groupe. En plus de ça, on va retrouver un cheveu dans la voiture de Christian qui pourrait appartenir à Marie Dolores, ainsi qu'un pantalon taché de sang. Mais Christian, lui, caresse l'innocence car le petit frère de Marie ne l'a pas reconnu et l'un des témoins qui a vu l'enlèvement ne reconnaît pas la voiture. 2 avocats vont alors rejoindre Jean-François à la défense, mais vont demander d'avouer, car un coupable qui avoue a moins de chances d'avoir une lourde peine, sachant qu'à l'époque, il y avait encore la peine de mort par décapitation. Christian, lui, refuse, et sa propre mère va même louer une voiture, car elle est sûre à 100% de ramener son fils à la maison. Le 9 mars 1976, le procès s'ouvre et Christian a une attitude méprisante, une tenue extravagante et méprise du regard toute la salle. Il défie les jurés alors qu'il risque la peine de mort. Mais Christian ne va pas s'excuser et parle en disant être lui-même victime d'un complot et il est même sûr de lui et pense avoir des arguments en béton. Il dit avoir été torturé avec une matraque jusqu'à ce qu'il avoue lors de son interrogatoire les faits. Mais les journalistes derrière la porte, eux, n'ont rien entendu de spécial, puis il a maintenu ses déclarations tout de même devant la juge d'instruction, alors que là, les policiers n'y étaient plus. Évidemment, cela n'a pas du tout joué en sa défense, mais il y avait une deuxième carte, celle de Madame Maté. Madame Maté va alors raconter que 2 jours avant l'enlèvement de Marie Dolores, un homme avec un pullover rouge a été aperçu parlant à des enfants. Il disait la même chose, être à la recherche de son chien. Mais l'histoire de Madame Maté est un peu bizarre, comme si elle récitait par cœur une histoire, et l'accusation va alors demander à Madame Maté pourquoi aujourd'hui elle témoigne. Et c'est à ce moment-là que cette fameuse dame va alors dire que c'est la mère de Christian qui lui a demandé de le faire. L'avocat de la victime, Gilbert Collard, ne demandera pas du tout la peine de mort, mais demande à Christian de demander pardon pour ce qu'il a fait. Le fameux Christian qui méprisait toute la salle et tout le monde n'a décidé que non, qu'il était innocent et qu'il devait ça à personne. L'avocat général Viala sera lui beaucoup moins sympa et demanda la peine de mort en montrant des photos du corps de la petite fille, ce qui a mené à faire pleurer tout le public de la salle. Le 10 mars 1976, il est alors jugé et condamné à la peine de mort. Christian va alors murmurer « Ils sont fous ». Le dernier recours est alors d'avoir la grâce présidentielle et à la présidence, c'était Valéry Giscard d'Estaing qui lui était défavorable à la peine de mort, ce qui était un atout majeur pour l'accusé.
L'un des avocats va alors défendre son client devant le président. Mais il ne le sait pas encore, mais le président refuse la grâce présidentielle. Les avocats vont apprendre la sentence le même matin que l'accusé. C'est à 4h13, le 28 juillet 1916, dans la prison des Baumettes à Marseille, que Christian est réveillé brutalement. Il va alors dire qu'il en parlera à ses avocats de la façon qu'il est maltraité. Et ensuite, il refuse carrément de s'habiller et préfère rester en pyjama. Son avocat va alors lui lire la lettre écrite de la main de sa mère avant sa décapitation. On lui propose une cigarette, un verre d'alcool ou bien même de parler à un prêtre, mais il n'accepte que la cigarette. Puis vient après la phase de l'exécution. Il commence alors à avoir un peu peur et il demande à ses avocats de le réhabiliter, de prouver son innocence au-delà de la mort. Ses cheveux sont alors coupés au niveau de la nuque et il est ligoté à une planche qui sera avancée et mise en place pour la guillotine. Son avocat, Jean-François, n'aura pas le courage de regarder et ira juste au fond de la salle. Voilà comment se finit l'histoire de Christian Ranucci. Mais l'histoire n'en finit pas non plus à sa décapitation. Car à l'heure actuelle, Jean-Baptiste, il était le petit frère de Marie Dolores, la petite fille qui a été assassinée par Christian. Il avait alors 6 ans lors de l'enlèvement de sa sœur. Et aujourd'hui, il est accusé de 2 meurtres. Celle de sa maîtresse et patronne Corinne Belt en 2004, pour laquelle il prend 18 ans de prison en 2008, puis en 2017, soit 13 ans après son premier meurtre. Lorsqu'il est en sortie conditionnelle, il va alors tuer Cynthia, une jeune femme de 21 ans. Crime qu'il avouera encore. Jean-Baptiste est un homme ayant une grande colère due à la polémique liée au doute sur le meurtrier de sa sœur, qui a vraiment fait un grand dégât sur sa famille, mais aussi sur le fait que son père lui a fait reposer sur les épaules une partie de la culpabilité d'avoir laissé sa sœur seule. Et rappelez-vous qu'il n'avait que 6 ans au moment des faits, c'est plutôt aux parents qu'on devrait mettre cette responsabilité. L'histoire de Christian est finie actuellement. J'espère que vous ne la connaissiez pas, encore une fois. En tout cas, vraiment, ça m'a choqué et encore plus de savoir que le petit frère de la victime est lui aussi devenu un meurtrier. Est-ce une malédiction? La malédiction du pullover rouge? Qu'en pensez-vous? En tout cas, j'espère que la semaine prochaine, on pourra se revoir et cette fois-ci pour une vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end.